Bienvenue sur TV5 Monde, vous êtes historien. Avec vous, on va donc parler de la guerre des cartels au Mexique. Vous venez de publier La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique. C'est aux éditions Vendémiaire. C'est votre troisième livre, après La guérilla du Che en 2014 et une biographie de Pablo Escobar en 2015. Vous avez vécu une quinzaine d'années en Bolivie comme prof, essentiellement comme prof d'histoire géo au lycée franco-bolivien de La Paz. On peut dire que c'est en Bolivie qu'est née pour vous cette passion de l'Amérique latine ? Oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est pas difficile. Tous ceux qui connaissent la Bolivie savent qu'on en tombe très vite amoureux. Ouais. Et ça a été l'occasion aussi, très indirectement, parce que c'est à l'origine de la chaîne de production du trafic de drogue aussi, de m'intéresser à ces questions-là. Alors, en 30 ans de trafic et de guerre des cartels, il y a eu, je le disais, des centaines de milliers de morts au Mexique. C'est impossible de connaître le nombre exact des victimes. Alors, ils ne sont pas tous été tués dans le cadre de règlement de compte des cartels, mais l'année dernière, en 2018, plus de 33 000 morts officiellement au Mexique. Comment ce pays en est-il arrivé là ? C'est extrêmement complexe. C'est probablement lié à la situation du Mexique, qui est à la fois producteur de drogue, corridor, zone de passage essentielle de drogue venue du Sud, notamment de Colombie, et qui a la particularité, on le sait, d'avoir 3000 km de frontières communes avec les États-Unis, qui est le premier marché de consommation. C'est-à-dire avec le client principal. Exactement. On peut dire qu'au début du XXe siècle, il y a déjà au Mexique un trafic d'opium et de cannabis, de marijuana. Effectivement, il y a un petit trafic, mais qui a toujours existé et qui, pour l'essentiel, était souvent pas réprimé. Et c'est quelque part, au moment où on passe dans des logiques de répression, déjà à partir des années 30 et ensuite en s'accentuant au cours des années 80, des années 2000, qu'on a vu apparaître une violence extraordinaire liée au trafic. Au début, la région concernée, vous en parlez dans le livre, c'est ce qu'on appelle le Triangle d'Or. C'est au nord du Mexique. Effectivement. Ouais. Nord-ouest du Mexique, le Triangle d'Or, dont la région peut-être la plus connue est le Sinaloa, qui est le cœur battant du trafic traditionnel mexicain. Son nom, un des cartels du Sinaloa. Exactement. Qui est toujours très actif aujourd'hui. Alors c'est un trafic qui va prendre, vous le disiez, donc si on refait un petit peu de chronologie, si on remonte dans le temps, dans les années 50, 60, ce trafic prend une autre dimension avec la demande qui augmente aux États-Unis en fait. Effectivement, c'est lié pour beaucoup à la demande et à la consommation croissante de drogue. Il y a effectivement ces années 60 qui vont être très demandeuses de marijuana notamment. Mais le cap principal est peut-être le passage au trafic de cocaïne. Le Mexique n'en produit pas lui-même, mais est devenu la zone de passage essentielle de la cocaïne colombienne à partir des années 80. En fait, c'est ça. On peut dire une sorte d'alliance entre le Mexique et la Colombie qui va faire exploser le trafic de cocaïne au Mexique. Exactement. Une alliance inaugurée par des gens comme Pablo Escobar et qui ensuite s'est prolongée. Et c'est aussi la disparition de la French Connection. On connaît cette connexion française de la cocaïne qui en fait est éradiquée dans les années 70. Et donc le Mexique reprend en fait d'une certaine manière ce trafic. En fait, reprend le trafic d'héroïne. D'héroïne. Et effectivement, toutes les routes françaises qui venaient d'Indochine française, vous pouvez passer par la Turquie aussi, la French Connection sont coupées, ce qui va amener effectivement le Mexique à trafiquer de l'héroïne, ce qui fait qu'on a actuellement un pays qui trafique la marijuana, l'héroïne, parfois produite sur place, mais pas nécessairement, qui trafique la cocaïne et qui trafique aussi quantité de drogue de synthèse de toutes sortes, méthamphétamine et autres. Alors il y a de grandes opérations anti-drogue dès les années 70, notamment l'opération Condor, je crois que c'est en 76. Et vous dites qu'en fait ces grandes opérations, en fait, elles profitent finalement aux grands producteurs. Elles éliminent beaucoup de petits producteurs, mais ce sont les gros qui profitent en fait de ces opérations policières. Effectivement, c'est je dirais le caractère vicieux de ces opérations. Soit elles profitent aux gros, parce qu'on élimine effectivement les petits producteurs, du fait aussi d'un principe de corruption, que les gros peuvent acheter des protections qui leur permettent de ne pas être inquiétés. Ou, à l'heure actuelle, on est plutôt dans une logique où on élimine les gros, mais à l'inverse, on multiplie les petits, et ce qui rend le trafic d'autant plus incontrôlable. Donc on en a déjà parlé, la révolution de la cocaïne, fin des années 70, début des années 80, avec l'alliance entre le Mexique et la Colombie. On peut dire que le narcotrafic aussi, au Mexique, il est toujours lié, le développement du narcotrafic, toujours lié aux crises économiques à répétition qui touchent le Mexique. C'est un substitut économique, on peut dire, pour beaucoup de populations, notamment dans les années 80. Exactement. C'est toujours délicat de faire un lien de cause à effet. Ce n'est pas parce qu'on est dans la misère qu'on se met forcément à faire du narcotrafic. Le fait est quand même qu'il y a une corrélation
corrélation assez évidente. À chaque crise à répétition, et le Mexique en a connu beaucoup, dans les années 80, dans les années 90, on a toujours assisté à un boom de l'emploi du trafic au Mexique et qui couvre des quantités d'emplois différents, des couches sociales très différentes. On peut intervenir dans le trafic de milliers de manières. Ouais. Depuis les petits paysans qui vont produire, les transporteurs, les avocats, les banquiers, etc. Enfin, donc, quantité de gens peuvent être concernés par le trafic. On a l'impression qu'au Mexique, ce n'est pas quantité de gens qui sont concernés, mais tout le monde est concerné, que ce soit les trafiquants, bien entendu, les policiers, l'armée, les politiques. Il y a une sorte de jeu tragique de collusion, de répression. Pendant 30 ans, vous décrivez cette espèce de ping-pong, parfois des présidents qui répriment plus, d'autres qui lâchent la bride, et on n'a toujours pas de solution. Exactement, on a un trafic qui s'est installé, qui est devenu un acteur, finalement, comme vous le dites très bien, de la vie mexicaine, à différents niveaux, qu'on utilise, qui lui corrompt la politique et lui-même est corrompu par la politique des fois. C'est aussi, ça se joue aussi au niveau international, à travers notamment le rapport avec les États-Unis. Justement, quel rôle jouent les États-Unis? Parce que parfois, certains présidents américains se veulent très répressifs. On donne des armes, on envoie des agents de la DEA, et puis d'autres sont plus, un petit peu comme d'ailleurs les présidents mexicains. Il y a une espèce de jeu de, voilà. Laisser faire. Oui. Quel est le rôle des États-Unis, en fait? C'est un rôle très ambigu. C'est sûrement une politique qui fait sens pour les États-Unis, c'est-à-dire de mettre la pression sur le Mexique pour ne pas recevoir de drogue. Comme le fait en ce moment Donald Trump, d'ailleurs. Comme on le fait au passage aussi pour la question des migrants. Mais en même temps, d'abord, c'est déjà une politique d'influence plus générale sur beaucoup d'autres sujets, qui permet d'affirmer quelque part une autorité, en tout cas une influence américaine sur le Mexique. Dans l'orbite américaine. Ouais. Exactement. Et ensuite, parfois, c'est une politique beaucoup plus ambiguë parce qu'on demande au Mexique de réprimer en général, alors qu'on ne le fait pas forcément aux États-Unis, qu'on est capable de recevoir aussi des investissements de narcos et de ne pas persécuter des narcos qui investissent aux États-Unis, de ne pas lutter contre le blanchiment, et dont les États-Unis sont un des bénéficiaires. On en est arrivé à une situation paradoxale où, en cas de grabuge pour certains narcos, il devient évident d'aller se protéger aux États-Unis le temps que les choses se tassent. Donc, encore une fois, on est en ambiguïté. Ça peut faire sens pour les États-Unis, ça a en tout cas des conséquences catastrophiques pour le Mexique. Jusque dans les années 90-2000, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il y a 3 ou 4 cartels qui se partagent le pays. Et après, ça explose, il y en a au moins une dizaine aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce que vous appelez l'atomisation de ces acteurs du narcotrafic? Il est toujours difficile de déterminer quelles sont exactement les politiques de lutte contre la drogue, mais il est clair qu'actuellement, on est en train de pratiquer ce qu'on appelle la Kingpin Strategy, qui est le fait de taper dans le haut des cartels pour éviter de se retrouver dans la situation d'avoir un Pablo Escobar qui régnait sur le trafic mondial. C'est colombien, lui, il faut rappeler qu'il est colombien. Exactement, ça fait sens parce que donc on détruit des grandes organisations. Par contre, on se retrouve avec une multiplication de petites organisations qui, comme je le disais, sont très difficiles à contrôler, multiplient la violence, ne vivent pas nécessairement du narcotrafic même, donc vont chercher dans toutes les activités criminelles possibles, tous les trafics possibles, tous les abus possibles aussi. Donc les cartels aujourd'hui, les cartels ne s'occupent pas que de drogue aujourd'hui? Non, ça reste le revenu principal a priori, et c'est entre autres le trafic de cocaïne et le trafic recherché avant tout par les cartels, mais ils vivent aussi de traite humaine, d'extorsion en tout genre, de trafic possible. Est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires global du narcotrafic au Mexique? Non, c'est absolument impossible à calculer. C'est absolument impossible à calculer parce qu'encore une fois, il faudrait sûrement aussi regarder dans toutes leurs activités annexes qui représentent des sommes extraordinaires. Vous dites que c'est devenu de vraies multinationales du crime. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ils sont présents dans le monde entier, ils se sont éparpillés là aussi. On les trouve notamment en Europe, mais aussi en Asie. Ils trafiquent avec l'Asie, ils trafiquent avec l'Océanie. On les voit aussi, ils sont de plus en plus présents en Afrique. Vous parlez dans votre livre notamment d'un personnage très connu qui est Joaquín Guzmán, dit El Chapo. Ça a été le patron dans les années 2000.
Un des grands patrons, en tout cas. Un des grands patrons, certainement. Il a eu cette prétention-là, en tout cas. C'est vrai, hein, de chapeauter tout le trafic. Et il a été, à ce titre, une des causes de conflit, un déclencheur de guerre et une cause de violence extraordinaire au Mexique. Pour autant, son arrestation n'a pas conduit non plus à ramener la paix dans le. Il a été arrêté, puis il s'est évadé de manière spectaculaire, hein, en faisant creuser, j'imagine, ce tunnel dans sa cellule. Puis il a été finalement repris, et là, il a été extradé aux États-Unis. Exactement. Ouais. Son procès a eu lieu récemment. Ça a permis de montrer l'ampleur de son pouvoir, mais ça a aussi permis de montrer à quel point, lui étant éliminé, rien ne change finalement. Tout changer pour ne rien changer. Exactement. Ouais. Qui sont les Zetas dont vous parlez beaucoup? C'est une espèce d'armée dans l'armée, si on peut dire, ou... Alors c'est toujours difficile de classer les trafiquants et de dire lequel est le pire, mais j'aurais quand même tendance à penser qu'en termes de violence et d'exaction envers la population, les Zetas ont été le pire. C'est effectivement des soldats d'élite, hein, pour l'essentiel, soldats d'élite de l'armée de terre qui ont été recrutés à la fin des années 90 par le cartel du Golfe. Donc des soldats d'élite recyclés dans le trafic de drogue. Exactement, et qui ont d'abord servi, hein, d'agents de sécurité, de sicarios professionnels. De tueurs, donc. Et de tueurs, hein, donc pour le cartel du Golfe, et qui ensuite sont devenus indépendants et qui représentent un des cartels dominants dans des mercenaires dans le au service nord-est mexicain. Exactement. Ouais. La situation, vous le dites, au Mexique, elle est plus catastrophique aujourd'hui que jamais en matière de narcotrafic. Oui. On n'en sort pas. On bat systématiquement tous les records, hein, d'homicides mensuels. Le changement de gouvernement l'an dernier 2500 morts. Ouais. 2500 morts par mois. Exactement. Ouais. Et justement, le nouveau président Obrador, il a évoqué récemment une amnistie. Il a annoncé qu'il n'y avait pas de guerre contre le narcotrafic. Ça veut dire quoi? Qu'il va prendre le problème par un... Alors, il a abordé la question par la négociation. C'est ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne. Ça peut paraître choquant, évidemment, de dire qu'on négocie. Pour autant, on le fait tout le temps. Hein. Même quand on prétend faire la guerre, on parle avec les cartels. Lui avait énoncé ça, avait dit de toute façon, cette guerre ne mène à rien. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Donc on va essayer de négocier. Le fait est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on retombe finalement dans une politique assez classique, hein, de répression. Alors, répression et laisser-faire du trafic comme ça avait pu être fait avant, et le chiffre d'homicides ne diminue pas du tout. Merci Thierry Noël. 30 ans de trafic de drogue au Mexique, la guerre des cartels, c'est chez Vendémiaire. Merci d'être venu en parler dans le 64 minutes. On va